Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans un nouvel épisode de First Print, votre podcast comics préféré qui est là pour vous emmener à la découverte de plein de trucs qui tournent autour des comics. On est aujourd'hui présent dans un nouveau numéro du format Omnibus, un format particulier qui vous emmène donc à travers une thématique bien précise sous divers angles. Et aujourd'hui, on s'intéresse à une autrice en particulier, à Trina Robbins, qu'on avait d'ailleurs évoqué dans un précédent numéro quand on évoquait les comics underground, et vous allez voir qu'on va s'intéresser à la vie et à l'importance de cette personne pour la place des femmes dans les comics notamment. On va s'intéresser à son œuvre, et si on enregistre ce podcast en ce début d'année, c'est également pour mettre l'attention sur un projet d'édition, celui de Last Girl Standing en VF, qui est l'autobiographie de Trina Robbins. Et donc pour parler de cela, nous avons la coéditrice de cet ouvrage, Marie-Paul Noël. Bonjour. Bonjour. Donc tu es traductrice et éditrice, et c'est toi qui commènes ce projet de Last Girl Standing en français. Oui, tout à fait. Donc je suis coéditrice sur ce projet avec les éditions Bliss, et donc avec nous, nous avons Florent Deletagne qui est donc le coéditeur de cet album. Enfin, non, pardon. Ce n'est pas un album, c'est de la prose. Tout ce à qui fait. est une première dans l'histoire de Bliss. Et tu m'ôtes les mots de la bouche, et je refais cette blague qui avait déjà été faite dans une précédente version de ce podcast tombé à l'eau. Florent Deletagne, éditeur en chef chez Bliss Éditions, tu es avec nous à distance, mais tu es avec nous quand même. Tout à fait. Je vous parle de Gironde, de Bordeaux. Ça fait plaisir, c'est une bien belle ville, mais nous n'allons pas parler de Bordeaux aujourd'hui, comme nous l'avons dit dans l'introduction de ce podcast. On fera peut-être un jour un podcast sur la géographie, sur les belles villes de France, et on commencera d'ailleurs par Strasbourg, une préférence personnelle. Mais donc, mais aujourd'hui, donc, je disais, on parle donc de Last Girl Standing, on parle de Trina Robbins. Alors on va aller très rapidement dans le cœur du sujet, dans le vif un petit peu. J'ai envie de dire simplement, Marie-Paul, qui est Trina Robbins? Que peux-tu nous dire sur elle? Alors, Trina Robbins, c'est une grande figure des autrices américaines. Ça fait plus de 50 ans qu'elle écrit et dessine des comics. Alors aujourd'hui, elle a plus de 80 ans, donc elle ne dessine plus, mais elle continue à écrire et elle fait un très gros travail pour revisibiliser beaucoup d'autrices, notamment des autrices du début du XXe siècle, mais pas que, et aussi des personnages féminins, parce que ça aussi c'est important de dire, c'est qu'elle replace un peu dans un contexte historique. Elle se définit d'ailleurs, elle, comme herstoриan, donc une historienne en anglais. Et c'est devenu, en fait, elle a commencé dans les fin 60, début 70, elle a fait une conférence, en fait, sur les femmes dans les comics, et elle est devenue petit à petit une pionnière, en fait, du travail de recherche d'histoire des autrices dans la bande dessinée américaine. Mais c'est-à-dire qu'elle a quand même commencé comme autrice à la base en écrivant de la bande dessinée, parce que est-ce que c'était un milieu qui était ouvert aux femmes à l'époque déjà ou pas? C'est une question orientée, bien entendu. Disons que en fait il y a des femmes dans les comics depuis le tout début. Il y a même tout le monde cite McKay comme étant le gars qui a lancé les comics, le genre bande dessinée américaine. Sauf qu'en fait, avant lui, il y avait Rose O'Neill qui faisait déjà des strips, qui ensuite a été plus connue pour sa série Les Cupies, qui a été lancée la même année que Little Nemo. Okay. Mais voilà, donc, et en fait, les femmes ont à ce moment-là été quand même assez présentes dans le métier, sauf que elles étaient obligées de s'invisibiliser, parce que tu comprends, si tu as un nom de femme et que tu fais du dessin, bah t'es pas publié, donc forcément tous leurs noms, en fait, elles utilisaient toutes des pseudos pour pouvoir être publiées. Donc il y a eu ça. Arrive la Première Guerre mondiale, il y a un essor, il y a des femmes qui continuent à bosser dans la BD, mais de moins en moins. Il y a la censure qui arrive avec le Comics Code Authority, donc là c'est encore pire, puisqu'il y a même quasiment plus de personnages féminins intéressants, on va dire, parce qu'il y a quand même des personnages féminins. Et donc arrive le début du Comics Underground, avec Crumb, etc. Et les autrices à l'époque
trouve que tout ce qu'ils font, c'est un peu de la merde misogyne quand même, hein, parce que c'était quand même très trash et ils racontaient plein de saloperies, on va dire, sur les nanas. Et c'est comme ça qu'en fait, elles ont décidé donc Trina Robbins et un certain nombre d'autres autrices américaines de lancer, elles, leur première revue entièrement féminine et féministe. Et voilà, donc Trina dessinait déjà avant. Mais c'est ce qui l'a vraiment fait connaître du public, c'est à partir de ce moment-là, donc le fameux Women's Comics, qui a duré pendant plus de 20 ans avec des parutions sporadiques. Voilà. Et après, par la suite, effectivement, elle a dessiné et co-scénarisé Wonder Woman dans les années 80, elle a fait de l'ancrage, elle a fait sa propre super-héroïne jeunesse. Voilà, donc elle a fait plein de choses et en parallèle, ces bouquins aussi sur les femmes fatales, sur les super-héroïnes, sur qu'est-ce que les ados, filles, lisent et quelles sont les super-héroïnes jeunesse. Voilà, donc elle a fait un tas de trucs. Elle a 83 ans, donc elle a une sacrée carrière d'autrice. Et son dernier bouquin est paru l'année dernière, tu vois, donc elle continue à être hyper active. Oui, elle dit qu'elle prévoit de mourir devant son ordinateur. D'accord. Oui, Florent. Oui, ces deux derniers chez Fantagraphics, mis à part ses mémoires, donc Last Girl Standing, elle a publié Pretty in Ink, donc, qui est une rétrospective d'autrices du XXe siècle. Et oui, effectivement, l'année dernière, c'est Flapper Queens, c'est ça le titre, il me semble, c'est ça, sur les autrices, les dessinatrices à l'époque de l'essor du jazz. Oui, qui est très beau d'ailleurs, qui est un très grand format. C'est vraiment des moments de l'histoire qui sont vraiment oubliés, particulièrement du côté des autrices. Donc elle fait encore, c'est une encore autrice à son âge, aussi alors qu'on connaît qui est quand même très important, quoi. Ouais. Alors c'est une autrice qu'on connaît bien quand on s'intéresse à l'histoire de la bande dessinée américaine et qui est très célèbre aux États-Unis, mais en France on la connaît pas plus que ça. Est-ce qu'il y a une raison particulière ? Je saurais pas te dire. Je sais que j'ai lu récemment dans un bouquin d'un historien que je ne citerai pas parce qu'il s'amuse à invisibiliser un certain nombre d'autrices, donc je lui retourne l'appareil, qui disait qu'il comprenait pas pourquoi est-ce que elle faisait que son travail de remettre en avant les autrices sur les autrices américaines. Tu vois, donc je pense qu'il y a déjà suffisamment de travail sur les autrices américaines pour qu'elles puissent pas faire ailleurs. Après, c'est un travail de niche. Le comics, on sait que c'était, maintenant c'est plus vrai, mais c'était une tendance quand même lectorat assez masculin, donc je blâme personne pour pas s'intéresser forcément, si t'es pas le cœur de cible, à ce genre de choses. C'est un travail d'histoire, donc c'est les bouquins liés à toute l'histoire de la bande dessinée. C'est un peu autre chose aussi, tu vois, c'est pas parce que tu lis de la BD que tu vas aller lire tel bouquin sur l'histoire de machin bidule, donc c'est pas vraiment étonnant, quoi. Après, je peux pas parler pour les autres, tu vois. Mais comment tu évalues un petit peu l'impact que ça a pu avoir, notamment avec l'initiation de Women's Comics et par la suite son travail en fait de mise en avant, parce que elle a écrit, elle a fondé des collectifs aussi. Comment est-ce que ça a permis de dégager plus de place et de mettre plus en avant le travail des femmes dans le secteur de la bande dessinée américaine ? C'est comme partout, hein, c'est comme pour tout. C'est-à-dire que si t'as personne qui va faire du travail, qui va lutter pour te faire une place, en fait, c'est pas ta voisine qui va s'en charger. Donc en fait, au final, c'est grâce à l'action de toutes ces autrices, et on le voit aussi en France. C'est-à-dire qu'en France, on a tout un pan. Si tu fais un peu de recherche sur l'histoire des autrices françaises, c'est hyper compliqué d'arriver à trouver des infos avant les années 70, quoi. Du coup, et il y a un vrai travail aussi, pareil, il y a un collectif des créatrices de bande dessinée qui s'est monté en 2014. Donc, tu vois, c'est un travail dans longue haleine et qui permet aussi de montrer aux autrices qui existent et celles qui arrivent que tu peux exister, que tu es légitime, parce que le syndrome de l'impostrice, c'est un truc, tu vois, c'est société patriarcale, c'est déjà difficile de t'imposer quand t'es une femme. Je parlais en général, hein, il y a plein d'autres discriminations, on est d'accord. Et du coup,
grâce à ça, petit à petit, plus tu vois que t'es pas seul, t'es un groupe, t'as quelqu'un qui t'épaule, qui te donne des conseils, etc. Tu prends confiance en toi, tu permets aussi aux éditeurs de voir, parce qu'il y a aussi la communication publique, c'est important aussi, c'est si tu te montres que tu existes, les gens vont penser à toi. C'est-à-dire que si tu restes dans ton coin, malheureusement, si tu vas pas taper aux portes, les gens vont pas forcément penser à toi. Donc c'est comme ça, c'est petit à petit, ça permet une visibilité dans l'espace public et dans les maisons d'édition. Et voilà, après, les éditeurs font les choix qu'ils font. Et maintenant, il y a effectivement des collections qui font tout pour prendre des autrices, des personnes, enfin tu vois, donc ça progresse. C'est tout petit, c'est vraiment, c'est pas des pas de géant, mais on avance bien, quoi. Et parce qu'on est quand même justement des années après, donc Women's Comics, on est dans les années 60, là on est donc un demi-siècle après, et pourtant t'as pas forcément l'impression que la situation a fait énormément de changements, c'est-à-dire que on reconnaît l'importance du travail de Trina Robbins aujourd'hui, parce qu'il est important, mais c'est-à-dire que quand elle a mené toutes ces initiatives, c'était pas forcément efficace, on va dire. Alors, c'était efficace dans le sens où elles se sont fait censurer plus d'une fois. Elles ont, dans Women's Comics, ça a été interdit de vente à un certain moment, et du coup, et elle a été aussi critiquée par notamment certaines de ses collègues, enfin consoeurs en l'occurrence. Parce qu'elles avaient l'impression, alors qu'elle le précise dans son autobiographie, que Trina se mettait toujours en avant et était un peu la chef, entre guillemets, sauf qu'en fait, la particularité de cette revue Men's Comics, c'est qu'il y avait par numéro, c'était une éditrice différente. Donc elles étaient une dizaine au départ, et il y a eu un nombre incalculable d'autrices et un mec, d'ailleurs, ce qui est assez drôle, qu'elles ont découvert des années plus tard parce que le gars avait pris un pseudo, parce qu'en fait, elle disait non à personne, donc tu pouvais postuler, envoyer tes pages et t'étais publié dans Women's Comics. Il y avait un infiltré. Il y avait un infiltré, et comme il n'y avait pas Internet à l'époque, tu pouvais pas faire des recherches sur mais qui c'est ce mec-là. Voilà. Donc ça, c'était assez drôle. Mais oui, donc oui, elle a essuyé des critiques. Elle a été la première femme. Alors, elle l'aurait été. J'ai pas trouvé encore l'information, à écrire une histoire de lesbienne en comics. Et il y en a qui lui ont reproché sa manière parfois de parler de l'homosexualité. Ou alors le fait qu'elle se revendique féministe, mais qu'elle dessine des corps qui sont des belles femmes, quoi. Et elle disait, il n'y a pas de raison que c'est pas parce que je suis féministe que j'ai pas envie de dessiner des belles femmes. Après, je peux comprendre l'argument dans les deux sens. Donc ça, c'est pas moi de juger. Mais enfin, pour le coup, effectivement, elle a, comme beaucoup de pionnières et de personnes qui essayent de faire bouger les lignes, forcément, tu te prends des critiques, et c'est aussi comme ça que tu peux améliorer ta déconstruction et ta lutte, et faire qu'elle soit encore plus efficace, et que du coup, 50 ans plus tard, on soit là en train de dire c'est une figure marquante de la bande dessinée indépendante américaine, et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait son autobio avec Florent. Oui, et puis donc, effectivement, il ne s'agit pas d'héroïser d'héroïser quiconque. Je pense ce qui est intéressant dans les mémoires, c'est qu'il y a un point de vue. Je trouve pas qu'elle glorifie son action ou quoi que ce soit. Dans ses mémoires, c'est quand même très, très magnanime, je trouve. Et bon, c'est des mémoires, donc effectivement, c'est son point de vue, mais ça reste très, très magnanime, je trouve. Quand elle explique tout ce qu'elle a réalisé, et c'est aussi intéressant de voir, comme tu dis, Marie-Paul, c'est toutes ces critiques là, c'est quand même dû aussi au fait que elle s'inscrit dans la deuxième vague du féminisme, et c'est une figure importante de la deuxième vague aux États-Unis, et avec tout ce que ça a apporté, et aussi toutes les critiques constructives qui ont pu être amenées après à la suite de ça, à la suite des années 70. Donc c'est ça qui est intéressant, de voir quel jalon ça a apporté, quoi.
Alors un petit mot pour celles et ceux qui nous écoutent et qui, comme moi, ne savent pas forcément ce qu'est la deuxième vague du féminisme. Marie-Paul, si tu peux nous en dire un petit peu plus juste. En fait, elle est en plein mouvement de libération des femmes. Aux États-Unis, j'ai l'impression que les États-Unis sont toujours un peu en avance sur les luttes féministes par rapport à d'autres pays, notamment la France. Et alors que dans les années 70, en France, c'était déjà bien ancré. Mais en fait, les premières vagues de féministes, Pardon, excusez-moi. C'était avant les années 50, donc c'était d'autres luttes. C'était la lutte de pouvoir avoir un compte en banque, c'était le droit de vote, ouais. C'était de pouvoir avoir un travail, de pouvoir porter des pantalons. Et là, on est dans une deuxième vague qui, elles ont grandi. C'est-à-dire que Trina, elle est née en 38, donc elle a grandi avec des grandes figures féminines et féministes, pardon. À l'époque, et elle se retrouve, deuxième vague dans les années 70, où c'est vraiment le mouvement de la libération de la femme. Et d'ailleurs, elle a participé, elle a essuyé d'autres critiques, parce qu'elle a notamment édité une revue pro-avortement. Donc ça, tu vois, et aussi une autre revue pour AIDS, donc pour l'association qui lutte contre le VIH. Donc voilà, donc c'est fait partie effectivement d'une deuxième vague où elles en ont pris plein la figure, parce que tu comprends, les féministes, c'est un peu Satan, quoi. Oui, bah toujours, hein, actuellement. Enfin, j'imagine que même publier une revue pro-avortement aujourd'hui, ça ne sera pas forcément bien accueilli de la part de tout le monde. En tout cas, en Pologne, ça, c'est sûr, vu qu'ils viennent de réinterdire l'avortement, par exemple, tu vois. Donc, Et puis Marie-Paul, moi, elle me fait peur. Enfin, j'ai... C'est vrai, j'ai mis la pression de ouf. Je commence à peine à m'y faire, mais je tremble un petit peu quand même. et par rapport à Power Wonder Woman, il y avait une situation particulière, parce que c'était l'une des premières autrices à pouvoir écrire le personnage de Wonder Woman. Est-ce que ça a pu influer un petit peu sur la façon dont en fait on accorde aussi aux femmes des personnages aussi importants, aussi iconiques, notamment dans le mainstream? Je suis pas forcément la personne la plus au fait sur l'histoire de Wonder Woman. Par contre, ça n'a pas été quand même la toute première autrice à bosser sur Wonder Woman, puisque au tout début, quand Marston a créé le personnage, il y avait une autrice qui était d'ailleurs, je l'ai noté quelque part, qui était en fait... Pardon ? Il y a Olive Catherine Byrne. Gibbs. Oui, aussi. Oui. Joy Hummel, pardon. Qui, en fait, il n'arrivait pas à tout écrire, tous les strips et les bouquins, etc. Donc, il a demandé à Joy d'être son copilote sur l'écriture. Et en fait, elle a été invisibilisée pendant des années. Elle a fait du ghostwriting au départ. Et ensuite, elle a été créditée quand Marston est tombé malade et qu'il ne pouvait plus écrire en 1946. Donc ça n'a pas quand même été la première Trina, mais je pense que ça a été c'est dans les années 80, on commence petit à petit effectivement à avoir des autrices, parce que les autrices aussi à un moment elles pouvaient être que coloristes. Par exemple, chez les Big Two, tu comprends, elles n'avaient pas du tout il n'y a que Ramona Fradon qui a pu bosser pendant 10 ans sur Aquaman dans les années 50, 60. Ouais. Et du coup, donc effectivement, l'avenue de Trina sur Wonder Woman permet de montrer que non seulement elle sait écrire, mais en plus elle sait dessiner. Donc peut-être qu'effectivement les autrices peuvent bosser sur des grosses licences de super-héros, quoi. Ouais, sachant que même encore aujourd'hui, c'est pas forcément le cas, parce qu'il y a encore quelques semaines, on était en train pas de s'extasier, mais de porter attention sur le fait que, par exemple, que Mariko Tamaki prenne les commandes d'un titre comme Detective Comics, parce que même aujourd'hui, c'est rare d'avoir des femmes qui écrivent du Batman ou affiliées, quoi. Ouais, et pourtant, on a quand même des grands noms de Gail Simone, Kitty Thompson, Becky Cloonan, enfin des nanas qui ont bossé sur du Batman, sur des grosses licences. Donc, je trouve, pour moi, c'est normal, je veux dire que c'est pas leur genre qui va définir leur capacité à réaliser des comics, quoi. Mais le fait est que ça reste encore rare. Trina Robbins, ce qui est bien, ce qui est cool, c'est qu'elle est encore en vie. Donc c'est pas des mémoires posthumes, c'est pas quelque chose que vous publiez après la disparition de cette dame. Et tu l'as rencontrée.
Tout à fait. Et elle a un peps. J'aimerais bien avoir sa forme à son âge. Je l'ai rencontrée il y a 2 ans, parce que j'arrive pas à me convaincre. On est en 2021. Merci la pandémie. Je l'ai rencontrée en 2018 au Comic-Con de San Diego. Et en fait, j'étais hyper contente parce que l'année d'avant, au Comic-Con de New York, j'avais pu enfin trouver le coffret de Women's Comics qu'avait sorti Fantagraphics cette année-là, pour lequel ils ont eu un Eisner du patrimoine. Et j'étais trop contente parce qu'avant d'être au Comic-Con de San Diego, donc l'été 2018, j'étais à Seattle, où Fantagraphics a ses locaux. Et donc j'y suis allée parce qu'en plus ils ont une boutique, donc ils ont pas mal ils ont toute leur prod, et je tombe sur l'autobiographie de Trina. Et je me dis c'est génial, je l'achète, je commence à la dévorer. Tu savais qu'elle avait été publiée ou j'avais entendu parler, mais je savais pas qu'elle était sortie. Je savais que ça allait sortir, mais j'avais pas fait attention à la date de publication. Donc je le prends, je commence à le lire, je le dévore, je vais au Comic-Con. Et je regarde dans les invités, je me dis, est-ce que par hasard elle y serait? Parce que je savais qu'elle aimait faire les conventions, même si elle avait plus de 80 ans. Et effectivement, elle était là, elle signait son bouquin de Babes in Arms qui venait de sortir. Et du coup, je suis allée lui parler. Et c'est marrant parce qu'elle a étudié le français. Elle parle pas français, mais ça la faisait marrer d'essayer de dire quelques phrases en français. Et voilà, et on a vraiment accroché. Et c'est une nana qui est toute petite, toute menue, mais qui a une présence folle. Et du coup, dès le moment où j'ai commencé à lire ce bouquin, elle a rencontré, je me suis dit, mais il faut qu'on traduise ce livre en français, parce que c'est hyper intéressant, tout le travail qu'elle a fait en tant qu'autrice, en tant qu'historienne. Et c'est aussi ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est des mémoires sur sa vie à New York dans les années 60, où elle avait une boutique de fringues, elle créait des fringues en fait. Oui. Et elle continue aujourd'hui, pendant la pandémie, elle montrait des photos d'elle où elle a continué à coudre des fringues pour elle-même. Donc voilà, elle était avec des rockstars, enfin elle a eu 1000 vies, cette nana, quoi. Donc c'est hyper cool. Et effectivement, elle est toujours en vie, elle est hyper contente que le livre sorte. Elle nous a fait une petite vidéo que on va vous montrer pendant le crowdfunding. Elle est trop contente. Enfin, voilà, elle est hyper réactive, elle est à fond sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, à son âge, je veux être comme elle. D'accord. Mais c'est-à-dire que l'ouvrage, alors, quand elle parle de sa vie, ça ne se concentre pas que sur son apport à la bande dessinée américaine et à la place des femmes dans les comics. Ah non, c'est une autobio, donc elle parle de sa jeunesse, de son enfance, et après de sa vie quand elle est adulte, et qu'elle vit à New York, toute sa vie de hippie, puisque c'était une hippie aussi, de son déménagement à San Francisco, de son implication dans les comics underground, de son travail d'autrice, de son cancer du sein, parce qu'elle a eu un cancer du sein, des manifs, les luttes féministes, de tout son... Donc, parce qu'elle continue à aller en manif. L'année dernière, elle était à la Women's March à Washington, quoi. Enfin, non, à San Francisco, mais voilà, donc... D'accord. Donc c'est vraiment toute sa vie. Si on n'avait pas eu la pandémie, elle était vraiment à fond pour venir en France et tout, quoi. Enfin, genre après 80 ans. Elle aurait fait Angoulême sans problème. Si on est tous, toutes et toutes vaccinés et qu'il n'y a plus de pandémie et qu'elle est encore là, elle viendra avec grand plaisir. Elle adore Paris en plus. Donc, Qui n'aime pas Paris en vérité? Comment se monte le projet avec toi et avec Florent? Comment ça se passe pour se dire, ce que tu dis dès que tu lis, il faut que tu l'apportes en France, du coup, comment on arrive à monter ce projet? Alors, l'idée, c'était effectivement que Women's Comics soit publié en français avant, histoire de quand même faire connaître le travail de toutes ces autrices. Ce qui a été fait, je ne reviendrai pas dessus. Suite à ça, on s'est rencontrés avec Florent, je ne sais même plus. Il y a 2 ans, 3 ans. Quoi, oui. Bref. Quel souvenir après, c'est le petit monde des comics, donc Marie-Paul, même quand on connaît pas les gens, on les connaît un peu parce que c'est par intermédiaire, tu sais qui fait quoi, qui bosse où, donc je connaissais
Je connaissais Marie-Paul en fait bien avant. Tu ne me connaissais pas, mais je te connaissais déjà, Marie-Paul. Maintenant, c'est toi qui me fais un peu peur quand même. Mais oui, mais non, pas du tout. Mais oui, il y a 2-3 ans. Oui, il y a 2-3 ans, quoi. Oui, voilà, et puis on échange régulièrement, et puis ça faisait un moment que je disais que j'avais envie de faire des trucs, on avait envie de faire des trucs ensemble, et puis en fait Bliss agrandissant son champ d'activité éditoriale, puisque au tout début Bliss c'était Valiant, mais maintenant plus que ça, il fait plein d'autres trucs, dont les super bouquins de Cathy O'Neil. Du coup, je lui ai proposé. Et en fait, et le Love is Love d'ailleurs aussi, qui est une super anthologie. Donc je lui ai proposé de faire des titres de Trina Robbins, et en lui disant, est-ce qu'on commencerait pas par son autobio, parce que c'est hyper intéressant, et que derrière il y a plein d'autres trucs à faire, quoi. Bah oui, disons que ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un vrai livre sans images, pour une fois. Enfin, il y en a quelques-unes, mais pas beaucoup. Non, il y a quelques-unes quand même. Il y a des illus quand même. Il y a des extraits de bande dessinée quand même, un petit peu. Il y a des extraits de bande dessinée, il y a des illustrations, mais bon, voilà, c'est dur, hein, un livre sans images. Hein. Il y a beaucoup de lettres et tout. Chaque page, c'est un peu... Moi, j'ai pas l'habitude. Hein. Et du coup, je me suis dit, ok, là, moi non plus. C'est un vrai défi. Et, non, mais en vrai, le défi est intéressant, parce que c'est la première fois qu'on publie un livre en prose, et on a effectivement la chance qu'on ait Women's Comics déjà en librairie, et qui soit sorti, mais il y a quand même beaucoup de travail pour que des gens qui s'intéressent aux comics, qui s'intéressent au féminisme, qui potentiellement peuvent s'intéresser en fait à plein de choses différentes, puisque la vie de Trina est foisonnante, donc on a le potentiel d'intéresser plein de gens, et pas seulement les illustratrices et autrices de BD en France qui seraient curieuses de la vie de Trina. Donc il y a un vrai défi à relever, quoi, pour financer le projet. On n'est pas sur un truc, on se dit c'est bon, voilà, on lance, ça va marcher direct. C'est le premier livre en prose, et surtout il va falloir aller chercher les gens, quoi. Oui, c'est un peu, effectivement, c'est un beau défi, mais c'est aussi, on peut rapprocher Trina des figures américaines, dans une moindre mesure évidemment, mais de Angela Davis, Gloria Steinem, qui sont aujourd'hui à peine publiés en VF. Alors Angela Davis un peu plus, mais Gloria Steinem, ses bouquins ont vraiment explosé. Enfin, son bouquin sur la route là, qui est vraiment super, est sorti l'année dernière, tu vois. Donc on est aussi dans le timing des figures féministes américaines. C'est pour ça qu'il y a un vrai. On part d'une niche relative, surtout en France où Trina est peu connue. Mais je trouve que sa vie est passionnante, et s'inscrit effectivement, comme tu le dis, dans les vies de ces féministes-là. Donc on a un vrai potentiel, je trouve, pour le livre qui est hyper intéressant, et ça serait un marchepied pour faire d'autres choses. Enfin, moi, je serais ravi de faire les bouquins de Trina sur justement l'histoire des autrices américaines. Ce sont des beaux livres en plus. Ça serait un vrai bonheur de faire ces bouquins-là si Last Girl Standing fonctionne. Donc ouais, c'est un premier pas, et ce serait vraiment très chouette. Ouais. Ça s'aborde différemment le projet d'édition d'un livre en prose par rapport à une bande dessinée. Comment est-ce que ça change un petit peu de la façon dont tu travailles d'habitude ? À quel niveau ? Est-ce que comment tu réfléchis à la présentation notamment, parce que est-ce qu'il faut faire attention à l'objet en tant que il faut toujours faire attention à l'objet. Mais est-ce que tu l'abordes du coup de façon différente par rapport à une BD où c'est l'image qui compte, et du coup il faut penser à mettre en valeur le dessin par rapport à un texte, ou alors peut-être qu'il faut faire plus attention sur la part extérieure plutôt que sur la taille pour mettre en avant les illustrations. Je sais pas en fait comment vous avez abordé vraiment le projet là-dessus. C'est sûr. Si tu veux, Florent, vas-y. Mais... C'est surtout... alors, je vais faire mon éditeur un peu de base, mais c'est surtout financier, en fait. Fais ton éditeur de base.
Non, mais c'est surtout Lui, c'est le pognon. Lui, c'est le pognon. Il faut, enfin, si on fait un financement participatif, c'est bien parce que la prose, ça coûte plus cher à produire, à adapter. Je veux dire, traduire la traduction au feuillet, enfin, c'est quand même plus cher que la traduction de comics. Donc c'est quand même un sacré budget pour un projet incertain, dans le sens où on n'a pas l'habitude de publier des mémoires, des autobiographies d'auteurs ou d'autrices, ou des livres sur l'histoire de la BD, ou enfin ce type de bouquin. Donc l'approche, elle est différente dans le sens où on a un peu plus de contraintes financières. Et après, on n'en sait rien. Si ça explose et qu'on peut augmenter les tirages et faire quelque chose de formidable, ce serait, enfin, voilà, ce serait top. Mais c'est pas un livre qui, évidemment, de base, en tout cas, tel qu'on construit le projet, va se vendre à 10 000 exemplaires dans toutes les librairies généralistes. On l'espère, cela dit. On l'espère, mais voilà, on aborde plutôt ça. C'est comme ça qu'on l'aborde différemment. Moi, je l'aborde différemment par rapport à mes autres projets en financement participatif. C'est que on va devoir, enfin là, on travaille justement pour attirer vraiment d'autres lecteurs, quoi. Comme on a dit, ça peut aller de ceux qui s'intéressent à la contre-culture des années 60-70 à des gens qui seraient intéressés par Trina en soi. Enfin, voilà, on a vraiment plusieurs lectorats qu'on peut attirer, donc en cela, le travail il est vraiment différent de notre travail sur Valiant, où on a déjà quand même un lectorat qui est installé, et de notre travail sur nos livres jeunesse, où on commence un petit peu quand même à créer une communauté autour de ces livres-là. Donc c'est un chantier tout nouveau, donc on travaille différemment en ce sens-là. Et quoi d'autre? Non, oui, c'est surtout ça. Et puis aussi, on travaille différemment parce cette fois, c'est pas nous qui avons émis l'idée du projet, qui avons apporté le projet. C'est Marie-Paul qui est venue, et on a pas mal réfléchi avant de lancer la campagne et de se caler et de récupérer les droits du bouquin, sur la manière, comment on le ferait. Est-ce que ce serait plutôt Marie-Paul qui le fait dans son coin et nous on apporte un soutien, ou on essaie d'aider, on essaie de faire un truc? Est-ce qu'on coédite? Est-ce que voilà, l'organisation du projet est totalement inédite pour nous. Mais après, là, pour aborder la partie bouquin lui-même, l'édition VO est déjà très chouette, en fait, et du coup, au final, ça revient au même, entre guillemets, qu'une adaptation de comics. Tu prends ton bouquin VO, et par rapport aux spécificités, il faut regarder quand même aussi un peu ce qui se fait en prose française. Donc du coup, j'ai pris pas mal de mes bouquins féministes qui ont diverses tailles, le carton de la couverture, etc., voir quel type de grammage tu pars. Donc, au final, c'est le même travail éditorial derrière est-ce que tu gardes exactement la même taille. Donc la VF sera pas tout à fait la même taille que la VO. Donc c'est le même boulot que quand tu adaptes un comics et que tu commences à bosser sur une nouvelle série. Est-ce que tu gardes le format d'origine? Est-ce que tu l'adaptes? Alors, le format des comics américains est un peu différent en France. On a souvent des éditions qui sont plus belles, plus travaillées. Et d'ailleurs, les Américains le disent très souvent. Les bouquins français sont hyper beaux. Et ils commencent aussi, de leur côté, à faire des éditions de ce type. Donc on essaye toujours de faire le meilleur travail éditorial, quel que soit le type de livre sur lequel on va travailler, quoi. Et après, comme c'est de la prose, l'avantage, c'est que la fabrication, c'est quand même un peu moins cher. L'impression coûtera peut-être un petit peu moins cher qu'un comics, parce que c'est du noir et blanc. Ce qui compense la charge de travail et les frais de traduction. Voilà, tout à fait. Parce que là, effectivement, tu te retrouves avec 200 pages de prose à traduire. Tout à fait. Et donc, c'est un autre boulot. Tu disais que c'était un projet complètement différent, Florent, mais quelque part, ça s'inscrit quand même dans les dernières évolutions de
de ta ligne éditoriale, parce que alors que ce soit avec un Joshua Dysart déjà engagé chez Valiant ou sur un Urgence Niveau 3, ou même le choix de tes auteurs et autrices dans ta ligne jeunesse avec notamment les œuvres de Cathy O'Neil qui prennent à bras le corps en fait des sujets très sociétaux actuels, hein, sur la question des genres, sur la question du féminisme aussi. Donc en soi, c'est pas si différent non plus que ça. Enfin, c'est pas si surprenant de te voir en fait collaborer sur ce projet. Bah oui, c'est enfin on a une affinité. T'as vu, hein, le féministe là, on sait, hein, que t'es là. Non, je parle pas féministe, mais plutôt, je sais pas, homme. Comment on dit bien, Marie-Paul, homme pro-femme. Un allié. Non, un allié. Ouais, mais un allié, c'est aux féministes si on s'autoproclame allié, c'est pas terrible, quoi. Donc, En fait, aspirant. C'est mieux de dire que tu es un allié qu'un homme féministe. Oui, certes. Aspirant ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une continuité quand même un peu éditoriale dans l'installation de ce projet au sein de Bliss. Il y a une affinité idéologique avec Marie-Paul. Je pense que c'est le bon terme, et qui colle à ce que j'ai envie, ce à quoi j'ai envie que Bliss ressemble en fait. Donc à la fois éditorialement ça colle, et en plus c'est un projet original et qu'on n'a jamais fait dans la forme. Donc il y a plein de choses hyper intéressantes à travailler, quoi. Mais oui, ça s'inscrit bien, et on compte continuer comme ça. C'est quoi le plus gros défi dans ce bouquin et dans ce projet pour toi, Marie-Paul ? Qui soit le plus réussi possible. Et comment on va faire ça alors ? Là, c'est mon mot aussi, où moi je vous donne la parole aussi pour appuyer le projet, pour en profiter. Hein. Bah déjà réussir le défi du financement. Parce qu'effectivement, trouver un public plus large que celui que Bliss a l'habitude de toucher. Et ça fait partie notamment de mes missions. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille chercher dans tout mon réseau de lecteurs et lectrices et de tout militants, etc. Donc ça, j'ai déjà commencé à en parler. Donc ça, c'est vraiment le gros défi, c'est vraiment réussir la campagne. Et ensuite, derrière, réussir à faire la trad la plus fidèle au texte possible, évidemment, comme d'habitude. Ça, tu sais que c'est un truc qui est hyper important pour moi, et qu'on réussisse à sortir ce livre et qu'il touche un autre lectorat que juste celui qui s'intéresse à la bande dessinée, quoi. Je pense que ça, c'est hyper important parce que, encore une fois, c'est une autrice marquante américaine, mais elle n'est pas que ça. Elle a fait des tas d'autres choses, et je trouve que c'est très intéressant, dès lors qu'on s'intéresse à la culture américaine, quelle qu'elle soit, de pouvoir lire des vies de personnes, et notamment de femmes, et tout ce qu'elle a pu faire. Donc voilà, pour le coup, vraiment réussir à ce que le bouquin sorte et soit lu par le plus possible. Et le projet, quand même, alors, si j'ai bien compris, c'est quand même aussi de pouvoir, à terme, apporter d'autres de ces œuvres, alors, en français ? Bah oui, dans l'idée, ça serait super, ouais. On a déjà échangé avec Florent sur quel titre on aimerait faire, mais... Ah bah oui, je veux dire, ça... si on a Women's Comics, qui est quand même un très très gros morceau, et Last Girl Standing en France, on peut sans problème continuer. Et en plus, je trouve aussi que ces autres titres, notamment ces beaux livres et ces livres sur l'histoire des autrices américaines, apportent encore un autre format, et une autre collection, hein, de beaux livres, de livres d'art, de livres plus patrimoniaux qui moi qui m'intéresse de développer. Donc ouais, carrément, c'est prévu. D'accord. Bon, c'est des projets qui arriveront. Et surtout, rappeler alors que la campagne, alors elle n'est pas encore lancée, alors on a enregistré ce podcast, mais le jour où vous l'écouterez, ce sera le cas. Donc c'est de quelle date à quelle date, pour que le lien sera dans la description du podcast, mais juste remettre les indicateurs en temporel. Si tout va pour le mieux, la campagne devrait être lancée le 1er février et courir jusqu'au 8 ou 9 mars.
2021. Donc un petit peu plus d'un mois, 5 semaines de campagne pour atteindre un premier palier de 3 000 euros. Donc les 100%. Donc le projet sera confirmé et se fera à 100%. Le livre coûtera. Alors attendez, je suis sur la page. Hop là, touc. En attendant l'info, la date du 8 mars pour finir la campagne, j'imagine que ce n'est pas innocent non plus. C'est pas moi, c'est Florent. mais oui, effectivement, le 8 mars, je le rappelle, est la journée des droits internationaux des femmes. Voilà. C'est malin, hein. C'est malin. Bah non, il y a de la symbolique partout, donc c'est ce qu'il faut, clairement. Le livre coûtera 22 euros sur Ulule et inclura les frais de port. Voilà, ce sera un livre, voilà, couverture souple, dos carré, 200, donc plus de 200 pages, hein, puisque les trades évidemment augmentent le nombre de pages. On sera certainement autour de 240 pages. Et bien sûr, une petite carte postale est offerte déjà d'office avec le livre pour toutes les participants et participantes. Et on espère atteindre d'autres paliers pour débloquer du matériel supplémentaire, puisque la carrière de Trina est, on l'a dit, foisonnante. Donc il y a le potentiel de rajouter du matériel inédit qui n'est même pas publié dans l'édition, dans la version américaine, la version originale. Ah oui. Donc ce serait intéressant. Voilà, on aimerait bien rajouter un cahier d'illustration en couleur à l'intérieur du livre. On aimerait bien peut-être améliorer aussi la fabrication, rajouter des rabats, faire une édition un petit peu plus luxueuse, rajouter quelques goodies. Donc potentiellement, il y a beaucoup de choses à faire avec ce bouquin si les contributrices nous soutiennent suffisamment. Donc voilà, mais on a un premier palier en tout cas à 3 000 euros et le projet sera lancé le 1er février. Et l'avantage que Trina soit encore en vie et qu'on soit en contact avec elle, c'est qu'elle nous a envoyé je lui ai demandé de nous envoyer des dessins inédits qui n'avaient pas été publiés ok, d'accord. encore. Et elle a accepté tout de suite, j'imagine. Ah oui, direct, ouais. D'accord, très bien. Bah écoute, beau projet, donc qui est lancé jusqu'au mois de mars. Donc quand ce podcast sera mis en ligne et quand vous l'écouterez, la campagne sera déjà accessible, tout juste lancée. Et vous avez le lien dans la description du podcast. Florent, Marie-Paul, je vous remercie d'avoir été là pour présenter ce projet et parler de Trina Robbins. Bah, merci à toi. Merci Arnaud. Mais de rien, ça me fait plaisir de soutenir aussi et d'accompagner ces projets. C'est aussi ça le but du podcast, c'est aussi de mettre en avant des projets qu'on a envie d'accompagner. Et donc, si le parcours de Trina vous intéresse et toutes ces questions-là également, vous avez eu une première amorce avec ce podcast. Et pour poursuivre plus en détail, vous avez un projet d'adaptation en VF de cette autobiographie qui est actuellement là. Donc, si ça vous intéresse, on vous invitera à aller le soutenir. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast sur First Print. Salut!